Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode de notre supplément culturel, de notre Bada si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, qui consiste en une rencontre avec Emmanuel Noblet, Emmanuel Noblet comédien. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Le premier épisode portait sur le moment où vous quittez vos études de droit pour devenir comédien avec ce que nous pourrons appeler par euphémisme des fortunes diverses, pour finir par une année de chômage sans chômage, si je puis dire, ou de chômage sans pension, enfin de chômage avec un cachet dans l'année. Et là, donc, c'est là où nous vous retrouvons au bord du désespoir. Et que se passe-t-il ? On est début 2014 et je m'interroge vraiment sur la suite. Et je sais d'ailleurs que je vais devenir papa cette année-là, au mois d'août. Et dans cette attente, je me dis, il va falloir bien travailler, trouver quelque chose. Et on est le 2 janvier et plein de bonnes résolutions. J'ouvre le journal dans le bar qui est en bas de chez moi, qui est Le Monde des livres. Et un article daté du lendemain, le 3 janvier, est écrit par Lydia Flem, qui est écrivaine et psychanalyste. Et l'article s'appelle « Donner vie ». Alors probablement que, allant devenir père, le titre m'a interpellé. Et je lis l'article, qui est en réalité une critique préalable à la sortie du livre de Maëlys de Kerangal, « Réparer les vivants », qui sort donc le lendemain. Et à la lecture de cet article, j'aime déjà le livre. Et je sens que j'ai un rendez-vous avec cette lecture. C'est inexplicable. Le fait est que le lendemain, je vais dans la librairie de Jacques, à côté, avenue Gambetta, à tout lire. J'achète le livre et je le lis. Et à la lecture, je tourne les pages. Dès le début, je me dis, mais ça, c'est comme une voix off. On pourrait entendre l'autrice qui le dit. Peut-être je ne me le formule pas si précisément, mais en tout cas, la deuxième page, qui est la scène de surf, je me vois sur un surf en train de dire ces mots, sentant immédiatement que c'est une langue pour moi, que je vais avoir, que j'aime son rythme, sa précision, sa poésie. Et je me dis, mais je pourrais très bien, après cette scène-là, cette scène d'hôpital, il suffirait de mettre une blouse blanche, de prendre ce texte qui est celui d'un narrateur qui finalement se laisse emporter par cette histoire, dont on sent immédiatement que c'est comme une vague dès la première page et qu'il faut aller jusqu'au bout. Et le spectacle me vient au fur et à mesure que je le lis en me disant voilà, j'ai un rendez-vous avec ce texte. Et les scènes les plus saisissantes du livre, qui sont des entretiens sur le don d'organes d'un infirmier coordinateur qui s'adresse aux parents du défunt en disant alors voilà, il semble vivre encore, mais son cerveau est en il est en mort cérébrale, donc est-ce qu'on prélève ou pas? Cette question terrible, je me dis, mais ça, il faut mettre les spectateurs dans le même état que je suis moi, lecteur, en le lisant, c'est-à-dire je vais prendre une chaise et me mettre face à eux et leur poser les questions. Et peut-être qu'avec un système de voix off, on pourra les entendre donner leurs quelques réponses depuis la salle et convier ainsi le spectateur. Donc voilà, je lis le livre et quelques jours plus tard, le 20 janvier, Maëlys de Kerangal fait une lecture à la Maison de la Poésie et je chronomètre d'ailleurs, elle pensait lire 40 minutes et elle lit 1 heure et quart et tout le monde reste comme ça accroché à ses mots et à la fin je me dis non mais je vais pas y aller, il y a trop de monde qui l'entoure et puis finalement j'attends et je lui donne une lettre qui est une note d'intention en réalité. Et à laquelle elle va me répondre par mail en disant mais écoutez, formidable, si ça peut devenir du théâtre, très bien, dites-moi. Et de là, je commence à recopier le livre, enfin à faire mon adaptation que je fais en 3 mois. J'ose même pas l'appeler en lui demandant si elle peut m'envoyer son texte pour que je coupe. Je recopie et je fais ce travail en 3 mois et mi-mars ou mi-avril, alors qu'elle va faire la couverture de Télérama déjà pour ce livre qui commence déjà à être un succès. J'ai terminé l'adaptation et je me dis bon ben maintenant que le bouquin commence à marcher si fort, elle me rappellera pas et elle fait tout le contraire. Elle me dit mais je vais lire ton adaptation et quand elle la lit, elle me dit mais c'est formidable, je vais tout faire pour t'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Et ben là il se passe un an avant que quelqu'un réagisse. Enfin
C'est-à-dire qu'au départ, personne n'en veut parce que le sujet est un peu effrayant. Alors, c'est la question que je vais vous poser. On rappelle, au cas où il y aurait des gens qui ne sauraient pas, donc c'est un garçon de 20 ans qui meurt dans un accident de surf et dont le cœur est transplanté dans le corps d'une dame de 50 à peu près. Enfin, d'une dame, peu Non, importe l'âge de la dame, d'ailleurs. Non, non, Ça c'est ça. pourrait- Oui, oui. Oui, Et c'est juste qu'on pense qu'il va mourir en surf, effectivement, au début. Il meurt dans un accident de voiture tout bête. Après, il oui, y en pardon. a un, Oui. des- un des Oui, c'est jeunes un qui s'endort surfeur au qui, volant. revenant Voilà. d'avoir Ouais, fait c'est ça. du surf, meurt dans un accident Ouais. de voiture. On meurt rarement en surf, sauf quand les requins s'en mettent. Et donc, ensuite, c'est le déploiement, ça a un côté presque documentaire. Ouais, Enfin, c'est un complètement. documentaire dramatisé, si je puis dire, parce que le gras est enlevé, les moments d'attente, les moments un peu inutiles, mais tout y est, c'est-à-dire comment peut-on faire pour la porter à temps. Enfin, d'abord, il faut obtenir l'accord des parents. Une fois l'accord des parents obtenu, il faut acheminer ce cœur au bon endroit, au bon moment, et puis le greffer, etc. Donc interviennent plusieurs personnages. Interviennent le surfeur lui-même, interviennent les parents, vous l'avez dit, vous-même qui jouez plusieurs rôles, et en même temps, il y a un développement. J'imagine que c'est ça qui a refroidi les producteurs, encore que les producteurs n'ont pas besoin de grand-chose en général pour se refroidir, parce que quand on pense au nombre de choses... Enfin, je pensais en vous entendant à l'instant aux producteurs refroidis. Il y a quand même eu aux États-Unis, par exemple, des producteurs qui n'ont pas trouvé invraisemblable de produire une série télévisée qui a eu un succès considérable, qui s'appelait Six Feet Under, Mhm. sur une Bien famille sûr. de fossoyeurs, enfin de pompes funèbres. Il y a eu quelqu'un à la télévision française qui n'a pas pensé qu'il était invraisemblable de produire une série de documentaires sur la mer avec le nom de Thalassa, comme on dirait dans Molière, c'est du grec masseur. Enfin bref, donc c'est cette histoire-là, avec même un développement presque pédagogique sur Oui. la mort clinique Oui. et sur le moment où ça a été inventé, parce que la mort a été inventée. Il y a un inventeur de la mort. Une redéfinition en 1959. Oui, on passe de la mort cardiaque à la mort cérébrale. Exactement. Donc, alors, vous arrivez avec ce projet qui effraie les producteurs, et même Maëlys de Kerangal, qui est à ce moment-là au sommet de sa notoriété, ne parvient pas à vous aider. Ah bah, c'est-à-dire qu'elle m'écrit une note non, pas une note d'intention, elle écrit une lettre de soutien et en disant qu'elle a retrouvé son texte et qu'elle y voit une forme nouvelle, puisqu'à l'époque, elle n'a pas encore eu d'adaptation de ses œuvres au théâtre, et qu'elle est enthousiaste à cette idée. Mais oui, effectivement, les directeurs de théâtre que je vais voir à ce moment-là me disent, écoute, comment tu vas faire? D'abord, tu es tout seul et il y a un nombre de protagonistes immense dans cette histoire. Et le don d'organes, merci, on a du mal à remplir les salles avec des comédies, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et je comprends. Mais bon, je continue. Il y a le théâtre de Vire qui, à l'époque, est dirigé par Vincent Garanger et Pauline Salle, qui me propose de m'accueillir. Je vais donner des ateliers le matin dans les lycées, au lycée agricole et dans les lycées de centre-ville. Je vais 3 fois une semaine et l'après-midi, en fait, je travaille sur ce projet. Et j'ai un ami, Benjamin Guillard, à qui je demande de m'aider et qui va être mon œil extérieur, parce que j'ai des intuitions sur la mise en scène, sur comment faire, mais il faut être dirigé. Voilà, sans direction d'acteur, j'aurais pas pu donner ce qu'il fallait dans le jeu. Et Benjamin devient donc mon collaborateur et il m'aide dès le début, de la même manière que Sébastien Trouvé va me proposer un petit peu de son. Voilà. Et à l'époque, j'ai un éclairagiste qui veut bien aussi bosser gratuitement pour moi. Voilà. Son nom, c'est Thierry Vareille. Et l'histoire devient terrible le jour où, 1 an après, je fais une maquette, en fait, pour faire exister ce projet. On est en mars. Et je me dis, il faut absolument que je fasse ce spectacle l'été prochain à Avignon, parce que sinon, voilà, ça fait 1 an que je suis là-dessus, il faut que ça existe. Et j'ai fait juste une photo en début janvier dans la Manche, où j'ai mis une combinaison, on a juste une affiche. Moi, j'espère faire Avignon avec ça, mais on n'a pas le début du premier centime. Et la Maison de la Poésie accueille une lecture pour un soir, et je la prépare. Et dans l'après-midi, vers 15h, il y a une panne d'électricité. On ne peut plus travailler.
Et j'ai appris la veille, c'est là où l'histoire est quand même assez sidérante, j'ai appris la veille que Thierry Vareille, ce collaborateur, était en état de mort encéphalique. Il a, il a fait un AVC. Et je me dis, tiens, Thierry meurt aujourd'hui. C'est l'histoire exacte de la pièce, du roman, et on est dans le noir. Il devait faire les lumières, c'est quand même pas banal. Et l'après-midi se déroule, je ne peux pas travailler jusqu'à 20h, où du coup on va annuler. Maëlys de Kerangal est là, Olivier Chaudançon, le directeur de la Maison de la Poésie, est là aussi. Ils me disent, on va prendre une autre date pour le mois de mai, juin. Ça signifie que le spectacle n'existera pas. Et je le sais bien. Et à 20h08, la lumière est revenue. Et les gens sont allés vers le guichet prendre leur place pour assister à cette lecture, comme si de rien n'était. Et moi, je sais que je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait tout ce que je voulais pour pouvoir présenter ça bien. Il y a notamment dans la salle le Théâtre d'Avignon qui vient voir s'il va programmer le spectacle. Et je me dis, je le fais quand même. Et je fais une annonce au début en disant, voilà, on n'a pas pu travailler, mais je demande à une amie de lire Lady Dascali, et je dis qu'on va faire la première scène telle qu'on l'a réglée en lumière, et le reste, on va improviser. Et je dis au régisseur, on verra bien. Et je me souviens très bien que je rame sur cette planche de surf, qui est la première scène que j'ai réglée et que je connais par cœur, et je me rends compte de la montagne à gravir pour tenir cette lecture. Et je sais tout ce qui est important et qui va se jouer là. Et je sais qu'il ne faut surtout pas que je pense à Thierry à ce moment-là. Et je fais cette lecture comme ça, d'un bloc. Je vais jusqu'au bout. Et j'apprends après coup, par un de mes amis dans la salle, que Thierry a donné tous ses organes ce soir-là, par la voix de sa compagne. Et vers 20h, heure à laquelle la lumière est revenue, et à partir de là, tout va s'enchaîner, très bien marcher pour ce spectacle. C'est assez incroyable. C'est-à-dire le théâtre d'Avignon, la salle de la Condition des Soies dit, bien sûr, on vous programme, c'est 12 000 euros et quelques, et c'est dans 3 mois, est-ce que ce sera bon? Je dis oui, bien sûr, et j'en ai pas le début du premier centime. Et je vais 12 000 euros. Juste la location de la salle. C'est vous qui payez 12 000 euros. Oui, en disant... Ça vaut quand même la peine de dire que le Off d'Avignon, c'est une entreprise... Bien sûr. C'est une entreprise qui vit sur le financement par les comédiens, par les metteurs en scène, par les chanteurs, etc., etc., et que le moindre garage à Avignon est loué au prix d'une suite dans un grand hôtel, sans aucune espèce de garantie d'aucune sorte. À quelques exceptions près, il y a des théâtres qui font aussi leur programmation. Au théâtre du Chêne Noir, à l'inverse, c'est eux qui... Mais qui est un théâtre permanent d'Avignon. Qui est un théâtre permanent d'Avignon. Bien sûr, ça change. Mais enfin, tous les théâtres fabriqués pour sont... bref, Dieu les bénisse. Et bref, il faut à ce moment-là donc faire exister le spectacle, le transformer de manière... Enfin, ça ne peut pas être qu'une lecture. Et je retourne voir le centre dramatique de Rouen, qui me dit, qui entre-temps voit bien aussi l'ampleur du succès du bouquin. Il me dit, attends, mais donc toi, tu as les droits, seul en scène, ça, très bien, ok. Et tu as un théâtre qui te programme. Bon, formidable. Mais donc ils hésitent un peu, et moi je leur dis que je vais m'endetter, que je mets toute ma famille à contribution et qu'on y va et que de toute façon je vais le faire. Et ils me disent, bon écoute, tu vas pas faire ça, c'est fou, viens donc répéter ici à Rouen et puis on verra si on peut couvrir les frais à Avignon. Et c'est ce qui se passe, je travaille toujours avec Benjamin, on prend un autre éclairagiste, Arnaud Vera, qui va m'aider aussi à penser des choses sur la vidéo. Et je rencontre aussi un professeur de chirurgie cardiaque qui me propose de venir au bloc pour voir un peu, parce que je me pose des questions sur comment mettre en scène ça, pour pas faire comme vous le disiez très justement, il y a des vertus pédagogiques à ce livre où on apprend énormément de choses, et je pouvais pas montrer n'importe quoi. Je vais à l'agence de la biomédecine aussi voir comment ça se passe. Et je me retrouve au bloc à Rouen, avoir un cœur qui est arrêté et un changement de valve mitrale. Et tout ça dans une ambiance très détendue, où on écoute de la musique, on fait des blagues. Et puis en même temps, quand tout à coup, il me propose de m'approcher pour voir, je m'approche un peu trop près et je sens que c'est une tension énorme. Et puis la décontraction de ce jeu pour tromper la mort reprend. Voilà. Bon, et je file, je retourne répéter.
Et arrive un moment où je me dis, bon, il va falloir essayer d'être bon comme acteur et pas seulement penser à la mise en scène. Et je fais un premier filage le jour où les affiches arrivent dans le hall du théâtre. Et je me dis, non, mais c'est catastrophique, c'est horrible, il faut annuler, comment on va faire, ça ne marchera jamais. Et, euh, et c'est ce jour-là que Benjamin me dit, non, non, là, je crois que là, on tient quelque chose, il faut tenir. Et on fonce à Avignon, on monte, on s'apprête à jouer, il nous manque des temps de réglage. Et je me souviens de Sébastien qui apporte une box Wi-Fi et qui se met dans la salle pour faire les réglages en créant un réseau Internet, alors qu'on a demandé 40 minutes pour arracher un peu plus de précision parce que le spectacle n'existe pas encore. Et puis à la première, le 5 juillet 2015, Maëlys de Kerangal est là, pile au deuxième rang, exactement en face, là où je situe dans la mise en scène les parents auxquels s'adresse l'infirmier coordinateur en disant bon, alors est-ce qu'on donne ou est-ce qu'on donne pas. Donc c'est terrifiant parce que là, en plus le théâtre, la condition des soies, c'est un diamètre de 10 mètres et la moitié de ce cercle est occupé par les gradins. Donc on est tout près. Le premier rang est à 20 cm de mes genoux. Et Maëlys est en face avec son mari. Et je me retrouve à m'adresser à eux. Et donc je n'ose pas la regarder, je regarde son épaule. Et puis la représentation se passe. Et enfin, les échos de la première sont assez bluffants. Et dès la deuxième, je crois qu'on est plein. Et il y a aussi déjà la presse qui est là à la deuxième. Et là, ça devient... enfin voilà, il s'est passé un bouche à oreille assez énorme et de la certitude que j'avais 2 ans de boulot et de travail devant moi. Ouais. Alors, évidemment, il n'y a pas de... Il n'est bon bec que de Paris, il n'y a pas pardon, on n'est pas couronné tant que... pas consacré tant qu'on n'a pas joué à Paris. Vous jouez à Paris, pas très longtemps après, finalement. Ah si, en fait, Un an et demi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, je joue ouais, à peine, on est en juillet, je joue un an après au Rond-Point en septembre, 6 semaines. Ouais. Oui, Et ce sera repris un an encore après encore une autre année de tournée. à la Porte Saint-Martin. À la Porte Saint-Martin. Là, ça dure presque 3 mois. Oui, ouais, ouais. Donc, ça, c'est Paris, mais il y a, j'ai noté 302 représentations, je crois, par vous, plus Oui, celles faites plus par une quarantaine par Thomas Germaine, parce Voilà. qu'à la 200e, je me suis dit, quand j'en suis venu à refuser d'autres projets qu'on me proposait, je me suis dit c'est quand même le comble. À un moment, j'ai tellement de plaisir à jouer ce spectacle, il faut aussi que je puisse faire autre chose. Donc à la 200e, je me suis dit d'accord, je vais peut-être envisager de transplanter ce spectacle dans le corps d'un autre acteur pour que ça continue à vivre. C'est ce qui s'est passé. Mais vous en faites encore 50% de plus. Oui, Vous ouais. faites encore 100 de plus. C'était d'ailleurs une question que je vais vous poser, c'est à quel moment et pourquoi, de quelle manière est-ce qu'on sent le risque de devenir prisonnier d'un rôle? On le sent quand, comme moi, on a connu une longue période sans travailler. Et on se dit, en fait, il faut avoir l'œil sur le désir des autres et se dire, bon, bah, si je ne fais que ça, on ne me proposera que ça. Mais ça met assez longtemps à se répandre cette idée que je suis disponible pour autre chose. Et je passe mon temps à le dire, mais vous savez, moi, j'ai envie de faire autre chose et de retrouver d'autres professionnels, parce qu'assez vite on me dit non mais toi tu vas refaire un solo, maintenant t'es metteur en scène, tu vas faire tes propres spectacles, et je dis non, et il faut attendre 2018, 3 ans après, pour que Simon Delétang au Théâtre du Peuple me propose de jouer avec 20 personnes dans ce théâtre mythique de Busan. Ça, là, c'était extraordinaire. Ouais. Étonnant théâtre, mais c'est aussi une autre des difficultés de ce genre de spectacle, c'est que vous ne pouvez compter sur personne quand vous entrez en scène. Oui. Je veux dire, quand on joue à plusieurs, quelqu'un vous envoie de l'énergie, Oui. quelqu'un vous complique la vie, mais enfin, la vie est sur le plateau. Là, bon, certes, vous êtes accompagné d'un technicien habile, parce qu'il faut que à la fois les lumières, les voix off dont vous avez parlé, etc., et qui viennent vraiment très, très justement. Enfin, c'est très impressionnant, parce qu'il n'y a pas un effet technique de ce spectacle qui pèse. Si je peux dire, quand il est là, évidemment, on ne l'attendait pas, mais une fois qu'il est là, il est à sa place. Et donc, vous êtes tout seul. Vous jouez 302 fois, j'ai dit 302, oui, c'est 302 fois, 100 personnes pour vous renvoyer la balle. Et j'imagine que quand on a été dans
matchs d'improvisation qui sont exactement le Ouais. contraire. Est-ce que ça vous sert, là, d'avoir été un improvisateur, ou est-ce que ça vous crée un vide, un trou, une frustration? Non, Vous n'y avez j'ai pas eu pas... vraiment Ouais. d'improvisation, sauf pour les moments de malaise. C'est-à-dire, mais j'ai pas rajouté de texte. Mais ce spectacle a produit quelques malaises chez les spectateurs. On avait même convenu avec Johan, mon régisseur, de code, c'est-à-dire que s'il rallumait la salle à 50%, ça allait. S'il la rallumait plus, c'était une interruption. Mais parce que je me souviens du bruit métallique du gradin non, c'est pas à Lille, c'est à la Rose des Vents, juste à côté. Au moment où je plonge les mains dans un trou pratiqué dans le drap qui figure l'opération, comme si j'allais prélever le cœur, et où je dis le mot clampage, qui correspond à l'arrêt de la circulation du sang. Et je me souviens du bruit de quelqu'un qui est tombé dans le gradin à ce moment-là. Et alors, ça confère une sorte de pouvoir au spectacle qui, moi, me fascine, parce que c'est simplement la force de conviction des spectateurs qui savent très bien qu'il y a 2 chaises et un drap et que ce ne sont que des mots. Mais ils arrivent à se mettre dans l'état de pensée qu'ils sont au bloc opératoire. Et il y a eu plusieurs malaises comme ça, même à la Porte Saint-Martin. Il y a eu une période où c'était incroyable. C'était gênant, oui. Mais j'ai énormément d'anecdotes sur ce spectacle. Et il y a même eu, je me souviens d'un jour où Claude Lelouch était là, et à la toute fin, j'entends, avant les derniers mots, j'entends attendez, il y a un malaise. Et c'était une dame qui évanouit, la tête sur l'épaule de la femme de Lelouch. Et Lelouch vient me voir après en coulisses, me dit des mots très gentils sur le spectacle, et me dit: mais moi je passe ma vie à voir des moments comme ça, je les mets dans mes films et personne ne me croit. Mais c'est vrai, il s'est passé un nombre de choses incroyables avec ce spectacle, des témoignages, beaucoup, et puis évidemment des gens qui ont reçu des organes, des familles de donneurs aussi, assez vite. Je me retrouve dépositaire de témoignages bouleversants. Je me souviens, à Avignon, c'est beaucoup des professionnels qui viennent m'aider le mois d'octobre quand je reprends le spectacle à Rouen. Il y a une femme qui me donne encadré le poème qu'elle a écrit, adressé au donneur du cœur reçu par son homme. Je reçois des témoignages. On fait des bords plateau avec France Adot qui s'occupe de la sensibilisation au don d'organes. Ça dure parfois plus d'1 heure et demie après le spectacle, mais c'est assez bouleversant. Et une des histoires les plus troublantes, c'est il faut que je change le nom des villes pour respecter l'anonymat, mais il y a un homme qui me donne, en disant, je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais apporté pour le spectacle, et voici la lettre que j'ai lue à la cérémonie d'inhumation de mon fils, qui est mort à 17 ans, comme dans Réparer les vivants. Et c'est une lettre qui parle d'un garçon drôle, passionné de sport, etc. Et donc cette lettre rejoint les autres témoignages et part en tournée avec moi. Et quand je suis sur une île lointaine en tournée, vient me voir un homme après une représentation, et qui me dit moi je suis d'autant plus sensible à ça que j'ai reçu un cœur il y a 17 ans, c'était à Bordeaux, etc. Et ça correspond exactement à ce que m'avait dit cet homme. Et si on regarde les chiffres, j'avais une chance sur 3 ou 4 que ce soit je parle Au au cœur en receveur. question, si on peut dire. Alors, il ne faudrait pas que ceux qui n'ont pas vu ce spectacle et qui nous entendent croient que c'est une pure réussite, je dirais, humanitaire. Ça n'a pas été écrit pour inciter au don d'organes. Je ne sais Oui, pas dans oui. quelles circonstances Malice de Kerangal l'a écrit, si c'est sur la base de quelque chose qui lui est arrivé ou pas. Et d'ailleurs, ça me regarde. Juste sur le deuil, une envie de penser au deuil. Mais c'est aussi un spectacle, c'est-à-dire un défi, de mon point de vue, très réussi, de partir d'un texte dont on s'attendrait que le sort soit d'être lu, comme Maëlys de Kerangal l'avait fait à la Maison de la Poésie, et qui en réalité est mis en scène. C'est-à-dire qu'il fait plusieurs personnages existent. Ils existent soit
par votre voix, soit par des sons qui sont enregistrés. Plusieurs situations, toutes les situations existent. Elles existent par des lumières, par des artifices, par des illusions comme celle dont vous parliez à l'instant. Bref, c'est un spectacle. Et j'imagine que c'est parce que c'est un spectacle que vous avez été invité dans autant de pays. Je vais parler des 300, mais vous avez joué vous avez joué aux États-Unis, vous avez joué en Russie, Bref, qu'est-ce que c'est, de quoi a été faite cette tournée internationale et comment vous avez été approché? Ah, ce sont les instituts français qui se sont intéressés au spectacle, qui ont contacté le Centre dramatique de Rouen, qui était donc devenu le producteur du spectacle. Et alors évidemment qu'un spectacle seul en scène, c'est intéressant et assez facile à faire tourner. Et puis l'aura du livre était grande. Et effectivement, je crois il y avait une simplicité théâtrale et un rapport au public qui pouvait, je crois, dépasser les frontières, même si ça posait des questions. C'est-à-dire que, par exemple, le ressenti n'est pas du tout le même en Russie sur la question du don d'organes ou à Madagascar, par exemple, c'est strictement interdit parce que, évidemment, c'est le trafic d'organes qui est en arrière-plan. Et, mais tout ça véhiculait aussi une certaine idée d'un service public organisé en France pour que, effectivement, il y a un avion qui va au Havre prendre un cœur et qui atterrit quelques heures après à Paris et qu'une ambulance est diligentée à la Pitié-Salpêtrière et que tout ça permet un miracle de la médecine moderne. Comment vous caractériseriez l'accueil des différents publics aux États-Unis, à Madagascar, en Russie? Oui, vous avez été... Alors, j'ai pas vécu la tournée en Amérique latine, c'est Thomas qui l'a vécu, ça, donc je ne saurais te dire. En Russie, j'ai vécu ce que j'avais vécu au début à Avignon, c'est-à-dire dans la petite salle d'Avignon au début me faisait penser, vu le silence qui régnait, que j'ennuyais les gens et que ça allait être vraiment insupportable et qu'ils avaient la gentillesse de ne rien dire mais qu'ils allaient s'en aller vite fait après. Et j'ai compris après coup, il m'a fallu du temps pour prendre confiance dans le fait que plus le silence était important, plus c'était une qualité d'écoute. C'est le contraire de mes réflexes précédents, aussi bien en match d'impro que quand on joue avec des partenaires, c'est que là, pour le coup, il faut réussir à se dire que le silence est un partenaire parce que c'est l'attention du spectateur. Et en Russie, le silence était sidérant, je me souviens. Mais j'avais appris les derniers mots en russe parce que ma liste de Kerangal emprunte à Tchekhov le titre de son roman, quand Tchekhov, médecin lui-même, fait dire à ses personnages qu'est-ce qu'il nous reste à faire, que faire, Nikolai? Enterrer les morts et réparer les vivants. Et j'avais appris ça je l'avais mis à la fin de l'adaptation du roman, et je l'avais appris en russe. Et il n'y a que quand je disais ces mots avec un accent sans doute impossible, que le public, je sentais qu'il y avait du monde dans la salle. Sinon, le silence était terrifiant. Donc j'avais vraiment l'impression de jouer seul, mais les applaudissements après ça me faisaient me prouver le contraire, et c'était assez émouvant. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Des publics décevants? Je parle pas, on peut soi-même se décevoir, mais... Oui. Mais... Je me souviens de spectateurs qui sont sortis au bout de 20 minutes. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai appris qu'ils étaient ivres. Et ils avaient gagné des places pour un spectacle qui était programmé plus tôt dans la saison. Ils n'avaient pas pu s'y rendre. Et ils avaient écopé de mon spectacle. Et ils sont partis au bout de 20 minutes. Ils avaient lu le programme en disant, ah, mais salut Manu. Et voilà. Et ils étaient sortis. Donc ça, oui, j'avais passé quand même encore 1 heure de spectacle suite à ça en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Je me souviens d'un critique important qui était venu à Paris et qui est parti au bout de 20 minutes. Je me suis dit, mais c'est horrible, ok, il déteste le spectacle. Enfin, on est très, très fragile quand on est seul en scène, hein, et d'autant qu'on voit toute la salle quand on s'adresse aux gens comme ça. Bon, j'ai appris après il était parti pour des bonnes raisons, plutôt en étant touché. Mais non, j'ai vraiment vécu plutôt des très très grandes sensations inoubliables pour moi,
aussi bien comme interprète que comme, j'allais dire comme spectateur, parce que moi j'ai quand même un rapport au théâtre qui est celui d'un grand spectateur. J'ai une grande carrière de spectateur. Voilà, j'aime encore beaucoup, beaucoup ça, et ça a été des grands moments ouais, de rapport, aux autres, quoi, au public. Vous allez rejouer ce spectacle Mais en fait, il s'est passé une chose, c'est que pour les 20 ans de cette école de Limoges, il y a eu un article dans lequel j'ai été cité, et je me suis permis de dire dans la presse locale que bah, j'avais joué ce spectacle à New York et Los Angeles, et Moscou, mais pas Limoges, et que j'aimerais bien, parce que je suis resté très attaché à cette école et aux techniciens qui m'ont beaucoup appris là-bas. Et je me disais, ça aurait vraiment du sens pour moi de retourner jouer là-bas sur ce plateau où j'avais commencé. Et j'ai fini par être programmé. Donc il se trouve que je jouerais là, je devais jouer début mai. Et ils m'ont proposé de le jouer en juin, maintenant que les salles se réouvrent. Et il faut que je me remette ce texte en tête, mais bien sûr, j'ai déjà très envie de le rejouer. Et, et là, j'aurai pas le temps, mais je pense qu'un jour, si je dois le reprendre avant d'être ridicule sur un surf dans cette première scène, je voudrais rajouter aussi les 5 minutes qui manquent selon moi dans l'adaptation. C'est-à-dire que dans les répétitions, le plateau impose comme un chef monteur d'un film de dire que si on coupe ça, ça sera mieux, c'est dans l'intérêt du film de passer de là à là. Et à l'époque, je n'osais pas déplacer les scènes. Je respectais vraiment l'ordre chronologique de l'écriture de Maëlys de Kerangal. Et je sais qu'il y a deux éléments qui manquent et qui rajouteraient peut-être 1 minute 30, 2 minutes au spectacle, mais voilà, si je le reprends un jour vraiment en retravaillant bien, je le referai. Emmanuel Noblet, d'abord, nos auditeurs vont tous se précipiter à Limoges en juin, donc là, vous serez obligé de redoubler le spectacle. Mais en ce moment, en dehors de cette reprise, que préparez-vous et pour quand ? En ce moment, c'est tout simple. Je teste quelque chose d'étrange qui est vraiment le fruit des confinements, qui est mon télétravail à moi. J'ai fait du théâtre en télétravail, c'est-à-dire que ne pouvant pas aller dans les salles et faire travailler d'acteurs, j'étais tombé sur un texte, alors même que je croisais un ami comédien qui est un grand acteur, Philippe Frécon de Joël Pomera, et on s'était dit, tiens, on pourrait faire quelque chose. Et j'ai lu un texte de Laurent Chalumeau qui s'appelle Vénère, et en le lisant, je me suis dit, ça c'est vraiment une matière à jouer pour lui. Et j'ai adapté le roman pour lui. Et en fait, je suis tombé sur un site qui s'appelle directautheatre.com, où un comédien se filmait, c'était lors du premier confinement, en Zoom. Il jouait via la plateforme Zoom. Et le spectateur est invité à voir le spectacle comme ça. Et donc, j'ai exclusivement fait répéter Philippe Frécon via Zoom. Moi, chez lui, lui dans son garage, que j'ai mis en scène ainsi. Et donc, on a fait un plan séquence d'1h10 qui se joue donc tous les lundis, mardis, mercredis à 21h en direct sur Zoom. Et moi, je fais l'ouvreur qui accueille les gens sur Zoom comme n'importe quelle conférence ou apéro familial qui a eu lieu pendant ces confinements. Et ensuite, je dis, voilà, la représentation va commencer, et je fais un petit peu de régie en coupant des vidéos ou en mettant des titres. Et puis après, on arrête et on se retrouve comme au bar du théâtre, chacun chez soi allant chercher un verre, et on parle du spectacle. Répétez l'adresse. Les réservations sont sur le site directautheatre.com. C'est 10 € la place, et il n'y a pas de replay. C'est en direct à 21h les lundis, mardis, mercredis. Et ça s'appelle Vénère. Vénère de Laurent Chalumeau. Emmanuel Noblet, merci beaucoup. Merci Philippe Et Meyer. à la prochaine.